c'était des gens kidnappés, hein, quelqu'un qui a été kidnappé comme nous, et a été pris par... En même temps, dans le même... Dans le même... Dans la même vague, Ouais. on peut dire. Dans le filet, c'était Oui, dans le un filet. vrai filet de pêche. Hein. Oui, oui, tout à fait. Il y avait combien de personnes en tout dans ce filet? Voiture. Tous les otages au tout début. Ah, ça, je peux pas dire non, parce qu'il y avait 6 ou 7 voitures. C'est arrivé donc un peu plus loin dans leur réseau. C'est là qu'ils ont fait descendre tous les autres passagers. Pour nous, ils nous ont laissés dans la voiture. Ils ont descendu tous les autres qui étaient dans les autres voitures, et là, ils leur ont demandé de donner tout ce qu'ils avaient. Alors, le chef qui a ouvert son bec, sa valise, il a dit, mettez l'argent, le téléphone, tout ce qu'il possédait était dans le sac. Attention, quelqu'un ne garde pas dans sa poche une somme d'argent. Sinon, il aura affaire avec moi. Donc, il fallait tout donner. Il fallait qu'on ne mette rien de côté. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pris tout. Alors, on n'a pas descendu de la voiture. Personne n'est descendu, sauf... Hein? Je vous interromps juste. Quelle est l'ambiance dans la voiture là? Vous parlez Ah bah, entre vous êtes sidérés? Non. Ah non, Vous êtes sidérés? Oui, oui, oui. Il y avait quelques femmes qui étaient avec nous, elles étaient effrayées sous le choc. Parce que c'était fait avec agressivité et puis montrer leurs dents. C'était pas les enfants de cœur là. Bien sûr. Là vous étiez en train de dire, je vous ai interrompu, vous voyez les autres en train de donner tout ce qu'ils ont, le chef est énervé, mais vous alliez dire quelque chose? Oui, alors ils ont pris des nôtres. Le chef principal là, se sont un petit peu écartés de notre voiture et il lui a parlé à part. Bon. Est-ce que c'était pour l'interroger, pour savoir qui on était? Je ne sais pas pourquoi. Et par la suite... Donc il ne savait pas qui vous étiez? Non, non, pas du tout. Non, non, et même quand on disait qu'on était père, pour lui, père, ça lui donnait... Ça ne disait pas grand-chose. Prêtre... non. Excuse-moi, juste une question. Vous étiez en train d'aller à Santo Domingo? Non, on allait accompagner un prêtre qui allait prendre une nouvelle paroisse, qui était pas trop loin de la frontière. Ah, si, mais de là où ils nous ont pris, on n'était pas trop loin de notre arrivée. Mais on allait épauler, soutenir un père que l'évêque le nommait dans cette nouvelle paroisse. C'est un père de Saint-Jacques, et donc on allait lui donner Soutien moral. un soutien. Voilà. Donc il y avait sa sœur qui était avec nous, il y avait sa mère qui était avec nous, il y avait son parrain qui était avec nous. Donc ça a été un choc plus grand pour lui encore. Le fait que beaucoup de sa famille était et puis nous autres, 5 prêtres. Alors là, c'était l'entrée. C'est pas fini. Je pense que leur activité, c'était de décharpiller. Décharpiller, c'est dévaliser les gens. Décharpiller, ça se dit En créole. C'est en créole. Décharpiller. C'est en créole, je pense. Oui, non, déchapillé. Mon création, déchapillé. Ça veut dire... To steal. Hein? To steal, like. Voler. Voler. Oui, mettre à nu. Alors, je pense que c'est, une fois qu'ils aient fait cette opération, c'est de nous les laisser repartir. Mais comme ils sont aperçus qu'il y a 2 blancs dans la voiture, nous formons, il y a un corps qui se constitue là, il y a des gens qui s'identifient de la même origine, enfin, de la même fonction, se sont dit là, il y a quelque chose à faire. Le chef en question a demandé au chauffeur de s'asseoir derrière. Il a pris le volant et il s'est dirigé vers, alors on appelle Bayaronde,
c'est un bois avec des piquants très longs. Comment ça s'appelle? Bayaronde. Bayaronde. Comment vous écrivez? Bayaronde. B-A-R-W. O-B-A. Bara. B-A-Y-O-W-O-N. Bayaronde. B-A-Y-W-O-N. Donc bois Bayaronde avec des piquants. Ah, c'est ce qu'on a mis sur le crâne de Jésus, c'est qu'on appelle cette couronne d'épines, là. C'est avec des longues épines. Les paysans ici font du charbon de bois avec ce type de bois. C'est un bois très dur et... Donc, oui, Bayaron, ça devient. Et là, cette zone était remplie de Bayaron, totalement, partout. Et donc, il est rentré dans des zones, mais impénétrables. La voiture faisait grincer la voiture forcée. Je disais, mais il va. Vous entendiez les ah oui, gratter la carrosserie. La carrosserie. Entré à l'intérieur, et puis il a éteint le moteur. On s'est dit, quelle sauce on va être mis là. J'ai regardé, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? À l'écart de tous les autres. On était pris à part. C'est là qu'il a téléphoné. Et puis, c'est à la suite de cette communication que une décision a été prise. Je pense qu'il a dû communiquer avec l'extérieur. Avec l'extérieur. L'extérieur d'Haïti? Oui. Non, oui, non, l'extérieur du camp. Oui, oui. Ok. Et c'est de là que la décision a probablement été prise de nous garder. Parce que c'était pas préparé. À ce moment-là, il est remonté dans la voiture, il est ressorti de ce buisson où on était, et il nous a dirigés, conduit, de manière un peu comme pilote une course. Un rallye. Ah ouais, on se faisait secouer dedans. Bon. Et là, c'était toujours hors de la route ou Non, dans l'espace où eux vivaient. C'est dans un camp qui est très vaste. C'est occupé par Je me les rends pas gangs. compte, il faut imaginer des tentes, ils vivent dans quoi? Dans des... Ah non, c'est dans leur maison d'habitation. Les habitants sont impliqués dans ça. Ils sont tout le monde est complices. Toute la population est impliquée. Si toutefois cette population aurait des rebelles, soit qui s'enfuient, ou soit qui ne veulent pas rester dans cette condition. Mon séjour en Haïti de 3 ans m'imprégné, me préoccupait. J'étais pas l'obulé, mais je voulais vivre à nouveau une expérience à plus long terme. Mais mon souci était est-ce qu'ils auront besoin de missionnaires étrangers pour vivre en Haïti dans les 10 années à venir, sachant que Haïti aura de plus en plus de jeunes prêtres haïtiens, et qu'en France, c'est l'effet inverse, c'est la déschristianisation et le manque de prêtres, bien sûr. J'ai rencontré pendant mon séjour, alors j'ai fait un séjour de 3 mois. Je peux me rapprocher là, il a fini. Ouais. Il a fini. J'ai fait un séjour de 3 mois pendant les vacances. À la fin de ma philosophie, je suis revenu en Haïti, rencontrer mes anciens amis avec qui j'avais travaillé et autres. Et puis, pour prendre une décision, est-ce que je veux devenir missionnaire ou pas? C'est là que je m'étais dit qu'il faut que je prenne une décision. J'ai eu la chance de rencontrer un évêque, l'évêque d'Écaille, Seigneur Angénor, entre autres, qui je lui ai posé directement la question, est-ce que demain, l'Église d'Haïti aura besoin de prêtres étrangers, missionnaires, pour venir travailler en Haïti, sachant que le séminaire d'Haïti
et plein de jeunes qui veulent devenir prêtres. Et il m'a dit, il ne faut pas calculer, l'Église, c'est pas calculer sur le fait du nombre, de la quantité, mais c'est le signe. L'Église est universelle. Universelle, ça veut dire qu'elle n'a pas de frontières. L'Église est ouverte à tout peuple, à toute race, à toute nation. Et donc, c'est pas parce qu'il y aura suffisamment de prêtres haïtiens dans notre pays qu'il faut exclure un prêtre étranger qui veut vivre au milieu de nous. Au contraire, la présence d'un prêtre étranger, missionnaire au milieu de nous, est signe que l'Église est universelle. 30 ans, 36 ans ou 40 ans après, quand je vais dans des rencontres avec tous les prêtres diocésains d'ici, je me retrouve le seul prêtre étranger ou soit avec un autre qui est là. Et c'est là que je mesure la parole prophétique qu'il avait dit 40 ans plus tôt. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'Église est universelle et je vois par rapport à mes confrères prêtres qui sont là, je ne me sens pas du tout étranger au milieu d'eux. Pas du tout. Et ils m'accueillent comme... Alors, la grande sœur, il m'appelle Jésus. Voici notre Jésus. Bon. Donc c'est ce qui m'a permis de prendre la décision de venir d'entrer chez les Pères de Saint-Jacques. Pourquoi les Pères de Saint-Jacques? Parce que c'est eux qui m'avaient accueilli comme coopérant dans des projets de développement dans le sud d'Haïti. Je les connaissais, ils me connaissaient. Certains m'ont même influencé, donné témoignage. Et je me suis dit, je prends ce que je connais, je vais vivre avec ceux que je connais. Et voilà, je suis rentré chez eux et avec eux. Est-ce que, avant qu'on parle de l'enlèvement, ce statut, la religion en particulier, c'est une puissance, des christianisations en France. Est-ce que vous vous sentiez protégé? Vous êtes un observateur privilégié de ce qui se passe. Vous voyez bien qu'il y a des enlèvements par jour. Est-ce que vous pensez que ça ne pourrait pas vous arriver? Oui et non. Sachant que ça peut arriver à toutes les personnes, ça c'est sûr. Mais j'ai vécu plusieurs expériences, peut-être qui m'ont aidé à porter cet événement. On m'a défaillé, pas sur moi directement, mais sur le presbytère où j'étais, à Caen, en 1994. J'ai refusé de faire la messe à Tédéum pour l'armée à l'époque. Gérée par des frappes. C'était pendant l'exil d'Aristide. Et donc, là, j'ai eu des ennuis par les frappes, les militaires qui avaient pris le pouvoir à ce moment-là, à la suite du premier départ d'Aristide. Il fallait assumer cette difficulté. Et la population m'a défendu. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est eux qui m'ont permis de rester dans la paroisse où j'étais et qui m'ont encouragé à y rester, à continuer mon travail. Il y a eu par la suite un tremblement de terre. J'étais à Saint-Antoine, tout près d'ici, c'est Fort, pas loin d'ici, dans le quartier populaire. Et j'ai vécu le tremblement de terre autant que tous les Haïtiens. De vivre la première nuit assemblés avec tous les gens dans un lieu plus ou moins protégé, mais à l'air libre. C'était là qu'on a vécu la première nuit. Ensuite, sous les temps. Passé 3-4 mois en vivant sous les temps. 3-4 mois, ça durait sous les temps? Oui. Parce que bon, ce qu'on recevait, on distribuait à la mesure. Bon, bref. Et donc, cette expérience forge. Comme de communion. Oui, aussi. Mais nous habitue à vivre
dans la difficulté, à porter les difficultés et à assumer les difficultés. Un quatrième événement, et ça a été de façon personnelle, on m'a tiré sur moi en 2015 à la sortie d'une banque. Je devais partir avec 4 séminaristes qui devaient être ordonnés prêtres il y a 8 jours, ici. Je devais partir avec eux au Brésil pour faire une année sabbatique. Et eux, continuer à faire leur formation théologique dans leur pays, dans leur futur pays de mission qui sera au Brésil. Donc je venais de prendre, alors la banque, d'abord l'agence qui je devais payer le billet n'accepte ni de chèque ni autre chose, il fallait le liquide. Bon. Arrivé à la banque, voulant prendre le liquide, ils n'avaient pas de grosses coupures, ils avaient des petites coupures. Or quand j'ai pris, j'avais ça, quand j'ai pris l'argent, la pochette était gonflée. Bon. Là, vous avez échappé. J'ai été repéré. Et en rentrant dans la voiture, juste au moment où je devais ouvrir la portière, l'agresseur est venu sur moi et il m'a tiré. J'ai résisté. Je me suis battu avec lui. J'ai voulu être solidaire avec les petites marchandes qui se trouvent être agressées chaque jour en bas de la ville. Donc je me dis, c'est pour eux que je me bataille, je vais me voir ce que je peux faire pour l'éliminer. Enfin bon, j'ai perdu connaissance et c'est un petit temps après qu'on s'est retrouvé sur le milieu de la route et mon esprit est revenu à voir les choses. C'était le désert dans la route, alors qu'il y avait plein de gens. C'était le désert, tout le monde avait couru. J'ai regardé derrière moi, j'ai vu une silhouette. Je me suis dit, ça c'est son complice. Inévitablement. Et essayait de m'arracher la sacoche. Là je me suis dit, c'est pas la peine que je continue à résister, il va m'achever. De dépit, il va m'achever. Donc je l'ai déclenché pour lui. Et pour me remercier, il me redonne une autre balle dans le ventre. De peur que je le poursuive ou... Bon, je sais pas. Il avait plus peur que moi. Bon. Et donc il m'a donné une autre balle pour me remercier. Alors j'ai eu 2 balles. Je ne suis pas tombé par terre. J'étais resté debout. Quand ils pourraient aller à la voiture, à leur moto, donc il y avait le chauffeur de moto et puis un complice et lui. Le complice a dû rentrer à la banque et c'est lui qui a dû communiquer, l'identifier. Quand je suis... j'ai touché... j'avais pas de douleur au ventre, c'était chaud. Je sentais aucune douleur. J'ai mis ma main au ventre, j'ai vu du sang. Ah, ça c'est sérieux. J'ai eu un petit peu de panique à ce moment-là, je me suis assis. C'est là que j'ai appelé. Ah ouais. Parce que je me retrouvais tout seul, les autres les bandits étaient partis. 2 policiers sont arrivés. À ce moment-là, ils se sentaient Maintenant, on peut y aller. voilà, on peut y aller. Ils sont venus. Et puis, je leur ai dit, savez-vous conduire? Ils m'ont dit oui. J'avais la clé entre mes mains toujours. J'ai dit, voici la clé, la voiture est là, emmenez-moi à l'hôpital immédiatement. C'est ça qui m'a sauvé. Je n'ai pas perdu trop de sang. Ils m'ont emmené à l'hôpital, j'ai même guidé la route pour qu'ils puissent m'emmener à l'hôpital le Canet-Bévert, parce qu'ils étaient plus perturbés que moi, je ne sais pas. Et puis, je suis arrivé à l'hôpital. L'hôpital m'a accueilli, et puis, ils m'ont mis sur un brancard. À ce moment-là, je suis évanoui. J'ai perdu connaissance. Arrivé à l'hôpital, il fallait donner une caution. Les radios ont commencé à publier la nouvelle très vite. Les gens me connaissaient là où j'étais. C'était dans la rue de l'avenue Couplar. Les gens me connaissaient. Donc, ils ont dit, ils ont tiré sur le père Michel. Donc, les nouvelles propagées. Et il y avait un docteur, il était là ce midi.
qui a entendu que j'étais agressé et emmenée à l'hôpital. Elle est directement allée au canapé vert. Et c'est elle, en arrivant, elle est arrivée presque quelques temps après que je sois arrivé, c'est elle qui a donné sa carte de crédit pour lui dire faites le nécessaire, je cautionne. Et c'est comme ça que j'ai pu. Sans la carte de crédit, ils n'auraient pas bougé. Vous laissez. J'attendais. Ah bah oui. Et vous aviez pris 2 balles dans le ventre Dans le ventre, dans les intestins. Donc si ça arrive à quelqu'un dans la rue normale, ils le. C'est ce qui cause beaucoup de mortalité de personnes et restent trop longtemps blessés ou perdent du sang et puis ne trouvant personne suffisamment pour cautionner leur entrée à l'hôpital. C'est cher les soins? Oui. Ça correspond à... C'est cher, ils peuvent demander une caution de plusieurs milliers de dollars, ça dépend de la gravité. Bien sûr. Mais oui. Oui. Donc en effet, vous avez quand même le cuir épais avant que vous arriviez là Oui. dans les aventures. Ah, heureusement que j'ai pas perdu totalement connaissance, qu'on m'a évacué et que j'ai fait en sorte à ce que je m'évacue le plus rapidement possible. Ouais. Et donc ça, Alors, c'était en 2015. J'ai passé 10 jours, 11 jours au canapé vert. De là étant, on m'a envoyé un avion médicalisé, un petit avion de 6 places, chauffeur, pilote compris, en Martinique. J'ai passé 1 mois et 8 jours en Martinique. De là étant, je suis arrivé à Brest, dans un autre hôpital